Les boys, les airs, jump, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses, je suis avec une sacrée table. Des gens que la nuit, là, ils restent sur des lives Instagram. J'évite de regarder parce qu'ils me font rester 3 heures comme ça. Je fais mes montages, je suis perturbé dans mes montages. Tellement c'est intéressant. Mesdames et messieurs, comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous allez bien ? Ça va. Super. Cameroun a gagné, on va très bien. C'est une sacrée prouesse carrément. Ça rigole pas. Ouais, ils êtes des caméras, mais bon, tranquille, on va en discuter après ça. Le match a été cédé pour le Brésil. Exactement. Regardez-moi. Des pays qui sont pas à la Coupe du Monde osent discuter avec des pays qui sont à la Coupe du Monde. Non, en fait, c'est même pas une On va histoire pas s'en des sortir. pays qui sont pas à la Coupe du Monde. Hein. À jamais les précurseurs. Ouais, c'est ça. Écoutez, ça c'est un autre débat. On parle entre gens de quart. Calmez-vous. Est-ce que chacun peut se présenter, s'il te plaît, monsieur Cyril ? Est-ce que tu peux te présenter ? Moi, c'est Cyril Lemba, je suis journaliste, j'ai un média qui s'appelle Just Cyril, et dans ce média, il y a un des contenus qui s'appelle l'à peu près 20h, c'est la page Instagram avec laquelle on me connaît un peu plus que le reste, en gros. Madame ? Hello, alors moi c'est Brittany Lenga, créatrice de la page Culture Dorée sur TikTok, sur Instagram. Et moi en fait je vulgarise un petit peu l'histoire, enfin la contribution des afros noirs dans l'histoire. L'objectif c'est justement de casser le racisme, la négrophobie, en redonnant en fait aux afrodescendants noirs leur fierté d'être afrodescendants. Donc voilà. Et en même temps en éduquant les autres parce que parfois il y a des dingueries. Et... Voilà. C'est comme ça que je t'ai rencontré. Voilà. Tu m'as rééduqué. J'étais là, j'étais content. Merci. Madame. Ben, moi, c'est Najane. Donc, du coup, oui. Poutina, présidente du gouvernement. Alors, je suis chroniqueuse, animatrice et prof de théâtre, de développement personnel. J'ai ma propre émission qui s'appelle Le Co-Chaud et je suis aussi chroniqueuse à Génération avec Lamal, dans le Lamal Live Show. Madame. Voilà. Alors bonjour, moi c'est Natacha. Alors Natacha Yimba, dans la vraie vie je suis credit manager, donc je travaille en finance. Et sur les réseaux sociaux, je suis la présidente des Immatures, où en gros j'essaie un peu de banaliser certains sujets de la vie. En fait, j'en parle de manière humoristique, qui est très, d'un humour un peu très noir et un peu très drôle, voilà, on va dire ça comme ça. Et sinon, j'ai une page qui s'appelle Black Love Connection, où j'essaie en fait de redorer un peu l'image du couple noir, en fait, pour la simple et bonne raison que je pense que le Black Love, l'amour noir, peut être tout aussi beau que d'autres amours, en fait. Donc voilà. Madame. Moi, c'est Naomi, qui est une Gouanèche sur les réseaux. Donc, jeune diplômée en biologie en école de commerce le jour. Et la nuit, j'anime des lives autour de sujets de société, donc par rapport à la communauté afro, pour créer des discussions, générer de l'échange, qu'on puisse s'enrichir les uns les autres et qu'on puisse partager la connaissance. Je te crois. Hein. Quand tu me parles, là, je te crois. Je te crois. Hein. Tu m'as convaincu. Monsieur. Très bien. Parle bien proche du micro, s'il te plaît. Très bien, ça va être simple. Moi, je suis Mago Zanzungu. De mon vrai nom, je suis expert en assurance. Mais après, je suis aussi également penseur panafricain. On milite pour l'éveil de prise de conscience et également inciter les jeunes à retourner, surtout les jeunes afro, à retourner en Afrique avec le Back to Africa. Et en parallèle, je fais aussi des actions sociales avec ma fondation au Congo. Et actuellement, depuis 1 an environ, je suis professeur à la KCA de Kuki Tabaré sur l'histoire des Noirs. On les donne en ligne. On essaie de pousser ces jeunes-là à comprendre les réalités, à avoir des modèles qui les ressemblent et les pousser à avoir plus confiance en eux. Et on essaie de vulgariser aussi les vérités masquées. D'où je tenais aussi à rendre un hommage à Kalala Motunde, qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a beaucoup appris. Quand tu rentres sur les débats, là, sur les lives, c'est un moment, tu vois, c'est un moment de, tu vois, suspendu. Tu vois. Quand monsieur rentre avec ses lunettes, tu dis, oh, le mot est suspendu. Il faut. C'est de ça il s'agit. Monsieur. Bien, Bilomba Yves, je suis le fondateur de Palabre 2.0. Palabre qui est un média, un podcast afro-culturel, je dirais même afropéen, et de l'idée de pouvoir en fait, à travers la parole, à travers les débats, créer du lien et pouvoir débattre des sujets qui sont dits tabous, mais les mettre à jour à travers le prisme d'afro qui vivent en France et qui ont cette, on va dire, trouble identitaire de l'Afrique, tout simplement. L'homme du pragmatisme, hein. Il est pragmatique. Ziak, comme on dit chez nous. Durant le confinement, beaucoup, voilà, il y a eu le Covid et beaucoup ont été enfermés.
Et bon, ça a été une première mondiale, donc voilà, beaucoup ont été dans la réflexion. Il y a eu besoin de trouver des occupations. Certains et certaines, dont moi-même, j'ai essayé de faire des lives, mais j'ai dit non, c'est pas possible. Moi, je me suis essoufflé très vite. Et du coup, il y a eu l'avènement des lives. Donc même Instagram, carrément, a augmenté son nombre de fenêtres, tellement il y a eu une explosion des lives. Et il y a eu des lives en tout genre, hein, sur tout genre de thèmes. Il y a une succession de lives, du plus qualitatif au moins qualitatif. Certains se sont trouvés, et certaines se sont trouvées des vocations, journalistes, intervieweurs, jusqu'à aujourd'hui. Les plus déter sont encore là. Et du coup, ma question, ces lives étaient très afro. Et moi, je suis d'une époque où, lorsqu'on parlait afro, à l'époque, lorsque des gens se disaient pro-black ou lorsque des gens se disaient défendre la cause noire, ils paraissaient pour des racistes. Moi, je suis d'une époque d'il y a 20 ans. Hein. Moi, je suis un modèle d'époque encore, tu vois. J'essaie de rester encore, tu vois. Et du coup, je me rends compte qu'à travers les réseaux sociaux, il y a un engouement de cette cause afro. Ma question est la suivante. Pourquoi cet engouement pour la cause afro sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Honneur aux femmes. Très bien, bah, si elles ont peur. Hein. Non, on n'a pas peur. Je pense qu'il y a eu un moment où on a eu besoin de se retrouver entre nous. On a eu besoin de se parler, de parler de nos réalités et que ça se fasse entre nous. Et puis, en vérité, nos abonnés, c'est les gens avec qui on traîne, de base, hein, quand ça a commencé. C'est les gens avec qui on traîne, les gens avec qui on a des affinités. C'est après que ça s'est ouvert au fur et à mesure, selon les thèmes. Les gens ont partagé les lives. Et au fur et à mesure, la communauté s'est agrandie. Les gens, ils ont dit, moi, par exemple, avec le COSUHO, je sais que j'ai démarré simplement avec ma communauté. Je suis d'origine ghanéenne. Et donc, du coup, au début, c'était vraiment centré. Si tu arrivais dans mon live, tu disais, wow, si tu sais pas parler anglais, tu sais pas parler le tui, t'étais un peu perdu. Mais pour autant, on parlait des mêmes thèmes que d'autres, des mêmes problématiques que d'autres pouvaient parler dans les lives. C'est juste qu'on avait besoin de se retrouver. On avait besoin d'en parler parce que on n'avait pas le choix, on était enfermés. Et deuxièmement, je pense qu'il y avait un besoin, mais qui n'était pas révélé, en fait. Et donc, du coup, ça a permis tout ça, en fait. Parce qu'il y a ces lives qui ont explosé, le confinement aussi, il y a une actualité... Enfin, il y avait des actualités très importantes, c'est-à-dire Black Lives Matter par rapport à George Floyd. Il y a eu la cause Adama aussi, tu vois. Assa Traoré, elle a fait 1 million de vues hein, sur Instagram à ce moment-là, tu vois. Il y a une lumière sur des drames, tu vois. Et tout ça est tombé pendant le confinement. Moi, c'est... excuse-moi. C'est exactement ce que j'allais dire, en fait. Moi, j'allais rebondir un peu avec la création de Black Lives Matter. C'est vrai que ça a été créé depuis 2013 avec la mort de Trayvon Martin, il me semble. Et en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que pendant le confinement, comme elle disait Ina, en fait, on était fermés. On était vraiment enfermés. Je pense que le monde était enfermé. On s'est rendu compte que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit réseau, on pense à Instagram, mais que ce soit Facebook, que ce soit les Clubhouse aussi, il y a eu pas mal de... on va dire des réseaux qui ont été créés pour donner la parole. Et je pense que le fait justement, en fait, qu'il y ait eu justement la mort de George Floyd, qui a été plutôt très médiatisé et qui a été retransmis sur les réseaux, à un moment donné, les gens se sont rendus compte qu'il ne fallait plus juste s'asseoir devant TF1 ou devant Euronews, en fait, pour avoir des nouvelles. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour ma part, je pense que ça reste... j'ai envie de dire aujourd'hui que ça fait même partie un peu intégrante des médias, parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas leur télé et qui passent leur temps à regarder les informations retransmises. Bon, parfois, elles peuvent être vraies, plus ou moins, mais qui passent par Facebook, Instagram. Donc, c'est aussi un peu, pour moi, un canal de communication très important. Donc, voilà. Non, je voulais juste dire un truc. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elles viennent de dire. Après, je pense aussi que Instagram a joué un gros rôle. Déjà, la création d'Instagram et le développement du réseau social Instagram avec les lives qui se sont multipliés, etc. L'engouement des lives, certes, moi j'avoue que pendant le confinement, je regardais pas forcément beaucoup de lives, c'est vraiment après. Et le mouvement Black Lives Matter aussi, il a apporté une réalité, surtout avec, en tout cas en France, ce qui s'est passé avec Adama Traoré. Du coup, c'était un peu le parallèle. Et je trouve qu'avec les réseaux sociaux ont été un plus pour la communauté afro, dans le sens où on est conscient que les médias sont tirés, entre guillemets, par les ficelles, par d'autres personnes qui ne nous représentent pas forcément. Et donc, du coup, le fait d'avoir des personnes comme nous, de la vie de tous les jours, qui nous ressemblent, qui parlent de leur réalité, font que tu as ce sentiment d'appartenance. Et en plus, le fait qu'il y ait les lives, ça te donne la possibilité de dire, OK, moi aussi, je vis ça. Comment est-ce qu'on peut en parler? Et peu importe où on est, en fait. Et je pense que cet engouement autour de l'afro-identité, l'afro-culture, l'afro-fight, j'ai envie de dire, en fait, il existait depuis longtemps. C'est juste qu'on l'avait chacun dans notre coin.
et qu'on ne se pensait pas légitime de pouvoir dire ok, demain on va boycotter nanana, ok, demain on va se plaindre de nanana. Mais le fait qu'il y ait eu ce développement des réseaux sociaux, bah du coup ça a fait qu'en fait on s'est rendu compte que punaise, Ena, tu passes par ça. Mais moi aussi en fait. Grave. Mais moi aussi. Et c'est comme ça qu'après nos pages elles explosent parce que les gens se rendent compte que purée, ce qu'il est en train de dire ou ce qu'elle est en train de dire, c'est ce que je vis. Exact. Vas-y, je m'abonne, tu vois. Chose que j'ai identifié voilà. beaucoup. Hein. Chose que j'ai pas dite mais qui est important, je suis aussi dans les réseaux sociaux dans la vraie vie. Donc c'est pour ça que j'ai aussi un regard Ok. Voilà. Un regard professionnel. voilà, professionnel. Avant d'être influenceuse, entre Exact. guillemets, je suis responsable de relations influence, communication, marketing, etc. Donc du coup, c'est cet engouement. Et pourquoi je parle d'Instagram ? Parce que c'est à partir d'Instagram, du partage de la photo, et petit à petit des stories, et petit à petit des lives, que tous les autres ont suivi, comme TikTok, etc. Exactement. Mais à la base, on va pas se mentir, Instagram a fait le travail. On s'est juste rendu compte que, en fait, les plaintes qu'on avait dans nos têtes, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres afros qui vivent la même chose. Et c'est de là que... Moi, juste pour rebondir, je dirais, je pense que les réseaux, justement, parce qu'à la base, l'objectif, c'est ça, c'est de connecter les gens entre eux. Et là, c'est vraiment ça, on vivait des réalités similaires dans des contextes un peu différents. Ça nous a permis de tous nous regrouper autour de sujets comme le métissage, la dépigmentation, enfin voilà, plein de sujets qui nous concernent tous et qu'on ne pouvait pas vraiment aborder dans nos contextes respectifs. Et là, l'idée, c'est de pouvoir, du coup, déconstruire un peu les tabous, se dire les choses, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de disons-nous les choses. Donc voilà, c'était un peu l'idée à travers ces lives. Et pour répondre à la question de pourquoi l'engouement, moi, je dirais que l'objectif, c'est pas de créer un engouement autour de la communauté afro, mais c'est de créer un dévouement autour de la cause afro. Monsieur Cyril. Mais alors, j'ai toujours des réflexes de journée parce que j'allais dire mais dévouement, c'est-à-dire. Non mais t'inquiète, j'allais. T'inquiète pas, j'allais répondre dessus, t'inquiète pas. Ok, pardon. Je sais, vous êtes chauds. Je suis entouré des gens chauds là, tu vois. Dévouement, t'inquiète pas. Oh là là. Ok, ça marche. J'ai noté même, regarde, dévouement. Regarde, je le note même. Moi, en fait, j'ai longtemps. Enfin, moi, j'ai lancé ma page avant le confinement. Donc, ma page à peu près 20h. Donc, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Donc, ça, je l'ai lancé avant le confinement. Donc, en fait, pour moi, c'est pas le confinement qui a créé entre guillemets, cet engouement, mais un peu dans la réflexion de Natacha. C'est-à-dire que je me suis vite rendu compte à un moment donné que les gens s'informaient énormément sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Il y en a très peu qui regardent la télé, la radio un peu, vite fait, et la presse écrite quasiment pas. Et donc, du coup, je me suis dit, si je veux pouvoir parler aux gens qui peuvent être intéressés par ce dont j'ai envie de parler, il faut que je passe par les réseaux sociaux. Donc, avant Instagram, j'ai eu Twitter, Facebook. Facebook à l'époque, aujourd'hui on critique Facebook, mais Facebook, c'était la plateforme numéro 1 si tu voulais avoir des informations. Enfin, les gens s'informaient principalement sur Facebook. C'est qu'Instagram a un peu changé la donne. Et moi, je sens l'engouement, surtout parce qu'en fait, j'ai le sentiment que la génération, je sais pas si c'est X, Y ou Z, on l'appelle comme on veut, elle arrive à un âge où elle a envie aussi de connaître, de mieux se connaître déjà personnellement. Et donc quand tu cherches à mieux te connaître personnellement, tu vas aller regarder ce qui se passe dans le monde, par exemple, afro. Et donc du coup, ça crée des pages. Des gens créent leur propre page déjà pour répondre à leurs propres questions. Comme ils ne sont pas les seuls à se les poser, comme ça vient d'être dit, d'autres aussi adhèrent à ces pages-là. Et petit à petit, voilà, les pages grossissent et il y a une sorte d'engouement, même si, on en parlera certainement après, il y en a certains, comme tu l'as très bien dit, qui n'ont pas duré, parce qu'il y en a certains qui ont profité de cet engouement pour surfer sur cette vague afro, mais aujourd'hui, 2 ans après quasiment, et pour certains, ils sont plus là, ils ont dû arrêter parce que finalement, c'était pas aussi rentable qu'ils pensaient que ça allait l'être. Alors parce qu'en vrai, on en parlera peut-être après, mais il n'y a pas non plus beaucoup de choses il n'y a pas grand-chose à gratter, comme on dit. C'est-à-dire que certes, tu vas gratter des followers, certes, tu vas augmenter ta visibilité, mais concrètement, en termes de revenus, c'est pas forcément ce qui va te permettre de pouvoir continuer. Donc après, c'est vraiment, pour ceux qui continuent et qui sont autour de la table ici, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est plus fort que le simple engouement lié au Black Lives Matter et tout. Et juste, pour revenir sur le Black Lives Matter, moi, ce que j'ai constaté de loin, parce que le Georges Floyd, Magosa, tout à l'heure, il parlera de BLM, il nous dira ce qu'il en pense, mais comme je connais son point de vue, c'est pas je souris d'avance. Mais en fait, au fond, moi, j'étais surpris de l'engouement Black Lives Matter, par contre, à l'inverse. Parce que pour moi, c'était tellement des sujets qui étaient dans mon quotidien, les Noirs, la place des Noirs, la manière dont on peut les traiter, que tout d'un coup, quand j'ai vu que ça touchait tout le monde et que tout d'un coup, il y a eu un avant et un après pour la génération. On n'est pas loin, on a sensiblement le même âge, Bouba. Donc, du coup, dans la génération derrière nous, c'est là où j'ai senti que il y avait une espèce d'engouement qui était supérieur à ce que
à ce que pour moi ça l'était, parce qu'en fait, ok, George Floyd, ok, mais on a parlé de Trayvon Martin, il y a eu plein de gens qui sont morts. Breonna Taylor. Voilà, Breonna Taylor aussi. Il y a eu beaucoup qui sont morts tués par la police aux États-Unis et autres. Là, ça a pris une ampleur différente et ça a touché. Et c'est pour ça aussi que les pages aussi ont gonflé, c'est que ça a touché au-delà de la communauté noire et que du coup, on a pu, à un moment donné, voir que cette affaire George Floyd, elle était plus importante que les autres et donc ça a entraîné tout ça. Et après, en France, il y a Adama Traoré. Mais en gros, pour moi, pour résumer ma pensée qui part un peu dans tous les sens, je trouve que cet engouement, il est surprenant par rapport à l'affaire George Floyd, parce qu'en fait, les problèmes des Noirs existaient bien avant ça. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi tout d'un coup, c'est cet événement-là qui a fait que tout d'un coup, il y a un coup de projecteur sur Parce qu'on a vu. Les réseaux. Oui, c'est filmé. Parce qu'on a vu. C'était filmé. C'est filmé. Monsieur. Très bien. En tout cas, moi, je dirais que je suis de la génération Facebook, Twitter. Il y a un banc qui bouge. Après, Instagram, je suis arrivé parce que des potes avec qui on faisait des débats sur WhatsApp m'ont dit, en gros, on a besoin de questionnements sur la période Covid. Et comme on n'arrive pas à avoir les infos et comme tu as cette capacité de sourcer et faire des recherches, fais des recherches et on crée des débats entre nous. Après, de là, ils m'ont dit, va sur Instagram. J'ai dit, en vrai, je suis pas... Instagram, c'était plus pour les photos pour moi. Ouais, c'est ça, à l'époque. C'était pas vraiment les lives, ça m'intéressait pas. Et après, comme j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en 2018, avec une émission qui s'appelait Chatbox Paris, c'était une copie de ce qui se passait à Londres. En fait, ça n'avait pas pris, mais on dénonçait déjà certaines réalités des afros. Et mes potes, ils m'ont dit, reviens sur le contexte et essaie de reproposer des contenus. Mais j'ai dit, en vrai, il faut essayer d'abord de trouver une cible. Donc, de mai 2020 à janvier 2021, j'ai fait quasiment tous les soirs, je faisais des lives. C'est-à-dire, j'ai parlé de tous les sujets, jalousie, tout, on a abordé tout. À un moment donné, j'ai compris en fait qu'il y avait un manque au niveau de la transmission de l'histoire des Noirs. Il y a beaucoup d'Afro de France qui connaissent mieux l'histoire des Blancs et l'histoire de leur propre histoire, ils ne la connaissent pas. Donc ce manque-là, en fait, je me suis dit, pourquoi les anciens n'ont pas fait le travail de transmission? Je vais essayer d'apporter quelque chose. Et c'est parti de là avec des lives et ensuite ça a pris. Maintenant, je pense que moi, je suis d'une ancienne génération, j'estime que le BLM, c'est de la merde. Parce que clairement, Ah ouais, t'es clair. Hein. je suis clair avec ça parce qu'on est passé du Black Panther au BLM. Ça prouve simplement que ça devient n'importe quoi. Parce qu'à une époque, le Black Panther, ils avaient clairement une discipline à suivre. Ils expliquaient ça. Mais là, le BLM, c'est on vous met en avant parce qu'on sait qu'il faut, à un moment donné, les élites qui dirigent le monde ont besoin d'apporter des solutions. Excusez-moi, apporter des solutions à cette communauté afro. C'est pour ça que je dis, par exemple, on a quémandé le fait de ne pas avoir de représentativité, ils nous ont créé Wakanda. Mais même avec Wakanda, je vais essayer de souffrir un peu que ça te fasse mal, mais la ville est le mien. C'est pour ça que je dis, il faut vous dire les choses parce qu'on est dans disons-nous les choses. Moi, je ne suis pas là pour faire de la langue de bois. Dans Wakanda, ils ont créé le personnage et ils ont mis beaucoup de noirs. C'est pour ça que je dis à un moment donné... Le personnage a toujours existé. T'as du mal à... Moi, personnellement, je ne suis pas dans vos Marvel. C'est pour ça que je vous dis, sur l'imaginaire collectif, quand on crée T'Challa, et qu'ensuite il meurt. Ça me rappelle, comme on disait à l'époque quand on était jeune, dans chaque scénario, le noir meurt en premier. Après, je vais essayer de finir mon propos, s'il te plaît. Vous avez du mal parce que, en fait, je vais dire quelque chose. En fait, c'est que moi, j'ai la capacité de me projeter sur plus loin. Je me dis, il est mort de sa maladie, ok. Mais qu'est-ce que ça a représenté quand il est mort pour tous ces gosses-là? C'est là où je dis, en fait, vous comprenez pas l'impact que ça peut avoir. Maintenant, on répond à une demande qui est formulée par des noirs. On voulait plus de noirs, ils ont mis plus de noirs, plus de femmes dark skin. On répond à la demande qui était dans le colorisme. Moins de dark skin, on mettait toujours des light skin. Bref, c'est là où je dis, on passe du BLM, du Black Panther au BLM. Mais ça n'a rien à voir, le Black Lives Matter et la représentativité, là. Je suis en train de mélanger tout pour que celui qui va suivre, il comprenne. Vas-y, secoue. Je ne suis pas venu faire un travail pédagogique. Je vais donner les idées en vrac pour que chacun se retrouve. On a une demande, on répond à la demande. Et ensuite de ça, on essaie de briser le mythe. Ça, c'est selon moi. Mais maintenant... Beaucoup de noirs. Moi, j'ai grandi en France à une époque où Despo le disait. Pour voir un noir à la télé, il fallait attendre téléfoot. Pour nous, c'était ça à l'époque. C'est la réalité. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, cette jeunesse-là a vu le BLM comme un espoir. Mais j'avais dit à Cyril l'autre fois, après le BLM, il s'est passé quoi? Pas de suite parce qu'il n'y a pas d'organisation. Maintenant, le BLM a permis à d'autres de faire de l'argent, mais ça n'a pas profité à nous, la communauté afro. Ça, c'est mon avis. Yves. Moi, j'ai entendu tout le monde. Je pense que d'abord, quand on a créé ces pages-là, je pense que c'était pour répondre à un problème personnel. En tout cas, pour ma part, c'est pour répondre à des problématiques personnelles que je vivais.
Et je pense qu'aussi les réseaux sociaux sont un exutoire pour beaucoup de personnes, de pouvoir déposer ce qu'on a. C'est devenu un peu le nouveau journal intime de l'époque, tu vois, journal intime de l'époque, on dépose nos choses. Sauf que là, ça prend beaucoup d'ampleur. Et à travers ça, derrière ça, il faut pas se mentir, on est chez Disons-nous les choses, il y a une quête de popularité aussi. D'accord. J'allais en venir, mais... La popularité, il faut vraiment... Il y a une quête de popularité aussi parce qu'il y a l'engouement, il y a les vues, il y a les likes, il y a le fameux crédit social cher à Mastro qui sont là-dessus et on y est. Après, concernant moi le confinement, c'est vrai que Palab s'est créé en plein confinement, mais j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. À limite même, j'étais allergique à ça parce que j'avais tendance, étant plus jeune, à être un peu addict à Facebook. Donc j'ai vraiment arrêté. Après, on m'a dit, en fait, sur les réseaux sociaux, pour communiquer, il y a Instagram et autres. Et on s'est mis dedans. Et c'est là que j'ai découvert les lives, c'est là que j'ai découvert aussi l'envie de pouvoir animer, fédérer et discuter. Mais je pense qu'à la base, si tout le monde, je pense, pour ma part, a créé ces chaînes, c'est pour donner sa part de vérité, la partager aux autres. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai bien aimé, Aina, d'abord à nos gens, nos familles. Ensuite, après, ça s'est élargi. Après, il y a d'autres personnes qui ont pu nous écouter. Après, on est parti un peu élaguer plus loin de notre entourage. Mais je pense que ça part vraiment d'un problème personnel qu'on vient déposer et que les gens nous écoutent et qu'il y a un auditoire, on discute, on échange. Et voilà, ça part de là. Il a mis les pieds dans le plat. Alors moi, je sais pas, je vais rebondir à ce que Yves il a dit au niveau de la popularité, parce que moi, par exemple, avec ma page aujourd'hui qui s'appelle La Présidente des Immatures, je l'ai créée parce qu'effectivement, on était enfermés. Je me suis dit, bon, allez, je vis une problématique, je vais la partager. Et en ayant partagé certaines choses, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui commentaient en me disant, c'est drôle parce que c'est exactement la même chose. Donc de là, en fait, moi, j'ai dit la popularité, limite, moi, elle m'a un peu surprise. Parce que de base, c'était vraiment des vidéos que je postais en me disant, voilà, je vais un peu raconter mon quotidien ou... une blague que j'ai sortie autour de mes copines, de ma famille, elles ont rigolé, je vais voir ce que ça va donner. Et de là, ça a pris une ampleur qui, clairement, jusqu'à aujourd'hui, me surprend un peu toujours pour dire à quel point on a beau peut-être négliger encore les réseaux, mais c'est aujourd'hui une voix pour plusieurs. C'est-à-dire que moi, quand j'entends Magoza parler de BLM, je peux comprendre dans le fond ce qu'il dit, parce qu'il faut aller faire des recherches un peu plus approfondies, mais je ne peux pas dire que c'est de la merde, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même eu un impact, en fait, qui fait que comment dire, même si on savait déjà que la vie des Noirs comptait, en fait, on a eu une impression que, quelque part, ce mouvement a mis en lumière certaines réalités que nous, on connaissait et peut-être que d'autres négligeaient. Donc déjà, à partir de là, je me dis, on ne peut pas se lever et dire que ça a été carrément de la merde. Il y a des choses qui ne vont pas jusqu'ici et peut-être des personnes qui ont tiré plus ou moins profit. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est quand même un mouvement qui a, qui a révélé pas mal de problématiques. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas être d'accord avec lui. Et pareil pour... Wakanda, je vais terminer dessus. Quand je vois le fait que voilà, ils disent on a fait mourir le... Non, je vais pas être d'accord en fait, parce que je pense que, hormis le fait que cet héros, qui était un humain, soit mort dans la vraie vie, en fait, le nombre d'enfants noirs qui ont pu s'identifier à un héros noir, qui ont pu quelque part en fait se dire bon voilà, parce que Wakanda aujourd'hui, pour moi, j'ai toujours dit, c'est l'histoire un peu du Congo. Ça veut dire, on va dire, quand tu fouilles, tu fais des recherches et tout, surtout avec le dernier qu'on a vu là, on comprend en fait que l'Afrique, s'il n'y avait pas eu pas mal de la colonisation et tout ce qui c'était supposé, et c'est toujours un continent très riche. Donc de partir de là, en faisant prendre conscience en fait aux plus jeunes au travers d'un Marvel, en disant écoutez, ça s'appelle peut-être Wakanda, mais derrière c'est pour dire le continent africain, c'est un continent riche qui est rempli de ressources, qui a été... En fait, pour moi, en fait, derrière ça, il y a une signification beaucoup plus impactante, beaucoup plus lourde et beaucoup plus grande. Je rebondis un peu sur Wakanda là. Juste rapidement. Ouais. Très rapide, efficace. BLM, JS, celui qui finance, il dirige. C'est pour ça que les gens n'est pas venu faire de semblant ici. Quand tu connais JS, c'est lui qui manipule aussi la plupart. Georges Soros, mais c'est pas ce qu'elle est en train de dire. Qui n'ont pas compris. Deux secondes, attendez. L'impact, c'est autre chose. Moi, je parle de... Mais c'est ça qu'elle te parle. Je rebondis sur Wakanda, là. Marvel, les studios investissent. On est dans une économie de marché. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, faire plaisir aux Noirs, ça rapporte. Maintenant, ma question est la suivante. Derrière tout ceci, parce que je comprends ce que vous dites, hein, un ensemble de personnes qui, à un moment donné, s'identifient à des super-héros. Mais imaginaire. Wakanda n'existe pas. Exactement. Je comprends tout cet effet-là, mais en réalité... Non, Wakanda existe. Oui, dans le réel, c'est des tout BD. Le scénario en lui-même n'existe pas. Voilà, moi, je regardais ça quand j'étais jeune, c'est une fiction. Tous les Marvel de base n'existent pas. Laissez-le aller à sa question pour qu'on sache comment répondre. On n'est pas en live, les gars. Comment vous dire ils ont investi sur Black Panther.
pour faire plaisir à une population, mais tout en sachant que faire plaisir à ces populations rapporte de l'argent, mais ne reverse rien à cette même population. Exactement. Cette démarche de Black Panther est-elle intéressée ou sincère? Cette démarche, pas la réponse. Pardon, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. C'est grave quand même. On parle d'un marché américain où les jeunes ont besoin, d'un héros, la naissance d'un héros. Ça répond à une logique. Derrière, dans Black Panther, il y a Ryan Coogler qui tourne, qui est un noir afro-américain qui rappelle à travers ses récits une certaine forme d'histoire, qui essaie de faire des parallèles avec l'Afrique. Derrière, le réinvestissement est dans le choix des acteurs et derrière l'impact qu'il peut avoir. Quand on sait que Chadwick Boseman, c'est quelqu'un qui est un donateur pour des bourses afro-américaines, l'impact il est là. Quel impact? C'est-à-dire derrière qui crée des studios, derrière Ryan Coogler, aujourd'hui c'est quand même le jeune réalisateur qui a 35 qui a la trentaine, qui aujourd'hui, par ses 3 ou 4 films, pèse presque 4 milliards pour les studios. Le mec, il est arraché. On peut pas dire donc, ça. je sais pas derrière comment on peut. Donc, on attendait quoi? Que derrière, on donne l'argent à l'Afrique? Enfin, je sais pas que c'était quoi le. J'ai pas besoin qu'on donne de l'argent à l'Afrique. Mais je dirais simplement, le même Ryan Coogler, dans le dernier Wakanda, il n'a pas osé titiller les élites. Il a pris un personnage. Pardon? Mais attends, on va pas donner. Vous ne me laissez pas intervenir. Attends, laisse les filles s'exprimer parce que t'es beaucoup exprimé. Vas-y. Pardon, je suis désolée. Avec tous les messages, je veux pas spoiler le film de quelqu'un. On est déjà en train de faire. Mais ma phrase préférée, ils sont morts. Non, mais juste pour vous dire que avec tous les choses qui sont sous-jacentes dans ce film, tous les messages, que ce soit à l'ONU, que ce soit les personnages, à la France, au niveau des personnages, à la France, le nom de la reine, bah, oui. le prénom. Hein? Nous, on a compris. Bon, si tu n'as pas compris, mon cher, faut souffrir alors. Parce que on sait très bien que les Afro-Américains, en tout cas les Américains en soi, ne connaissent pas l'histoire. Et encore. Ils sont très en retard. Ils ont fait un grand effort. Hein, quand tu l'effort mondial. C'est-à-dire qu'il y a, on a tiré balle sur la France, on a tiré balle pour Mali, on a tiré balle. Soyons conscients de ça en fait. Et soyons conscients de l'impact en fait historique que ça. C'est pas juste une histoire de super-héros pour une histoire de super-héros. Il y a bien plus que ça derrière. Il y a des recherches historiques qui sont mêlées à l'histoire fantastique. Et c'est ça qui, moi, je trouve qui est impactant pour nous. Oui, ça peut être intéressé. Et ça doit être intéressé parce qu'au bout d'un moment, c'est du business, on doit gagner de l'argent. D'accord ? Maintenant, qu'on soit aussi content que dans la part du gâteau qui a été gagné, il y a des Noirs qui ont gagné de l'argent. Donc Ryan Coogler, dont les acteurs, dont voilà. Vous n'êtes pas content, vous voulez quoi encore? Non, moi. Attends, laisse. Après, c'est sûr qu'il faut qu'on aspire à avoir une indépendance. Ça, c'est clair. Mais on ne peut pas nier. Parce que là, j'ai l'impression qu'on pense personnellement, singulièrement. Non, on ne peut pas nier l'impact que ça a eu sur les futures générations. Parce que moi, en tout cas, de mon époque, dans les années 90, je regardais des dessins animés ou autres. Je me sentais pas représentée. Les Disney, je me sentais pas représentée. Le seul Disney où, à cette époque-là, il y avait, entre guillemets, l'Afrique qui existait même pas. L'Afrique, c'est le Roi Lion, c'était des animaux. C'était des animaux. C'était des animaux. Mais c'est donc, honnêtement, il n'y avait pas d'identification. Et quand tu grandis, comme ça, et quand tu grandis comme ça, sans identification, en fait, ta vie, c'est juste, si j'ai de la chance, je réussirai à faire ci. Si j'ai de la chance, je réussirai à faire ça. Et quand tu arrives quelque part, mais c'est parce que j'ai eu de la chance. Ah ouais, t'as trop de chance. Alors qu'en fait, tous ces petits programmes qui ressortent, déjà, je sais qu'on peut ne pas être d'accord avec ça. Les Afro-Américains ne connaissent peut-être pas leur histoire, mais en tout cas, je leur dis merci, parce que c'est quand même grâce à eux, en tout cas pour la diaspora ici, qu'on arrive à assumer de plus en plus le fait d'être afro. C'est une réalité. Ils ont fait le travail de manière qualitative, et ça, c'est un fait. Qui connaissent pas l'histoire, ça, c'est autre chose. On y travaille, mais c'est un petit pas. Maintenant, Black Panther, on va pas se mentir, en tout cas pour la génération qui est derrière nous, il y en a beaucoup à qui ça a fait du bien. Et ils se sont sentis concernés. Ils ont acheté les uniformes Wakanda, tout ça. Et moi, personnellement, ça m'a fait plaisir de voir des jeunes qui arrivent à s'identifier. Et même la vision de l'Afrique. La vision de l'Afrique. Parce que tout le monde doit se lever pour maintenant, est-ce qu'on doit continuer d'être dépendant de ces investisseurs? J'aspire à ce que dans le futur, non. Mais en tout cas, je ne vais pas cracher sur ce travail. Et c'est pareil pour Black Lives Matter. Je suis d'accord. On sait, il y a eu des choses qui se sont passées derrière et compagnie. Mais l'impact du mouvement, on va pas se mentir, ça a réveillé beaucoup de gens.
Il y a beaucoup, mais il y a même des afros qui habitaient dans le fin fond de la campagne, qui pensaient vivre uniquement des choses entre eux. Et quand ils ont vu le mouvement de Black Lives Matter et compagnie, ils se sont dit ah mais en fait, ce que je vis c'est pas normal. J'ai vu ça. Et puis plein de gens qui ont libéré la parole. Donc on va pas se mentir que l'impact en tout cas, il a été quand même un peu